intervenant de la journée va sublimer le rôle du citoyen. Merci d'accueillir Monsieur Florent Jurin, professeur ordinaire à la HEIGVD et directeur de l'Institut INSIT, ingénierie du territoire. Le bouton vert pour passer au slide suivant. C'est idéal pour les daltoniens. Je vais essayer, je vais sûrement trouver. Très bien, donc on va un peu changer d'angle, puisque en fait je vais mettre un accent sur la question de la participation, mais on en a déjà largement parlé. Mais cette fois peut-être en cherchant plus à voir comment on peut impliquer les habitants, qui sont en fait la population visée, dans l'évolution en fait du cadre urbain pour justement contribuer à renforcer l'activité physique. Donc en fait, le plan que je me suis donné, c'était de vous parler des questions participatives. Tout d'abord, dans quel but, à quel moment faire de la participation. J'aimerais aussi parcourir avec vous quelques exemples d'outils participatifs, mais vous en avez déjà vu, peut-être un peu compléter la palette. Après, s'arrêter sur la question de choisir l'outil. Comment on choisit, sur quels critères on choisit un outil plutôt qu'un autre. Et puis après, prendre un peu de recul par rapport à l'outil pour parler de l'outil participatif et aller vers la démarche participative, se demander comment ça s'organise une démarche participative et enfin comment on coordonne des démarches participatives, parce que je pense que vous le voyez, la question de la participation, elle devient de plus en plus importante et finalement on s'adresse à de multiples reprises aux mêmes personnes et on les sollicite sur tout un tas de questions et il y a un enjeu maintenant, c'est un peu l'orchestration des démarches participatives elles-mêmes. Voilà, alors premier élément, et là je vais passer vite là-dessus, mais dans, je dirais, mon domaine de base, c'est l'aménagement du territoire, ça veut dire que c'est plutôt les politiques publiques. Eh bien, dans ce contexte-là, on peut prendre un processus décisionnel en le considérant en 4 étapes: l'observation, observer la situation, le territoire en l'occurrence, l'évaluer, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins bien. Ensuite, sur cette base-là, choisir des actions à entreprendre pour l'améliorer et finalement les mettre en œuvre et voir si, en observant si les actions qu'on a menées produisent les résultats attendus. Alors ça, c'est la structure de base que je vais reprendre maintenant pour aller voir à quel moment on va faire de la participation et pourquoi dans ces différentes étapes. Alors la réponse, elle est évidemment assez simple, c'est qu'il est intéressant de réaliser de la participation à chacune de ces étapes, mais pour des motifs qui sont différents et complémentaires. Alors au stade de l'observation, permettre aux personnes de participer à l'observation. Donc là, on peut prendre l'exemple, observer son quartier en se disant qu'est-ce qui favorise, par exemple, la marche, le sport, ou simplement le fait de sortir de chez soi. Eh bien, en le faisant de manière participative, on peut s'assurer d'observer les bonnes choses, parce que nous, en tant qu'experts, on va porter le regard sur certaines choses, les participants, ils vont peut-être nous amener à porter le regard ailleurs. Deuxième élément, c'est l'évaluation. En ouvrant la participation au stade de l'évaluation, on peut co-construire un diagnostic. Et là, on change aussi la perspective. On n'est pas dans nous, experts, avons analysé la situation et on vous donne le diagnostic de la situation, mais on construit ce diagnostic avec les habitants, ce qui fait qu'on va poser les bases de l'action. Parce qu'ensuite, en fait, l'action vue comme un changement. Ce qu'on souhaite, c'est générer une dynamique de changement. Donc, en co-construisant le diagnostic, on peut espérer contribuer à ce que les personnes soient motivées à mener des actions pour elles-mêmes ou pour leur environnement. Enfin, et ça c'est plus classique, la participation, on l'imagine assez bien au niveau du choix. Ça veut dire que quand on veut modifier l'espace urbain, eh bien, c'est mieux d'en discuter avec les personnes parce qu'on va renforcer la pertinence des modifications. Et puis, et ça c'est un élément qui est très important, c'est qu'on va renforcer l'appropriation. Je pense que pour des personnes qui vivent dans un quartier, eh bien, s'ils ont pu avoir leur mot à dire sur les transformations, par exemple des installations qui favorisent le sport dans l'espace public,
Mais s'ils ont pu être partie prenante de la conception, et ils ont une autre relation, au moment où ça arrive dans leur espace, ils ont une autre relation à ces infrastructures que si elles arrivent dans leur environnement un beau matin. Après, évidemment, on peut aussi faire de la participation lorsque ces choses sont en place pour les ajuster, pour les améliorer. Donc les objectifs, ils sont similaires, mais c'est un suivi une fois que les choses sont installées. Maintenant, j'en viens à la question des outils participatifs. Je vais vous donner quelques illustrations. Juste un petit panorama, je m'arrêterai peut-être davantage sur certains. Alors ici, une illustration classique, c'est les maquettes. On utilise pas mal de maquettes pour matérialiser l'espace. C'est un outil qui est intéressant parce que assez facilement, on peut manipuler une maquette, surtout des maquettes qui peuvent être faites de manière avec des outils assez rudimentaires. Donc là, je dirais que on a moins de barrières, par exemple, de langage, de lecture qui peuvent exister. Avec d'autres outils, notamment avec les fameux post-it et gommettes. C'est sûr que dans les démarches participatives, on est des gros consommateurs de post-it. Hein. C'est un outil que je trouve parfois un peu décrié, mais qui a son intérêt s'il est utilisé avec une certaine pertinence. Alors là, j'ai juste mis l'illustration du protocole d'animation, c'est-à-dire utiliser des gommettes, c'est pas dire voilà, on va mettre des gommettes et on va discuter, puis on écrit des idées dessus. Ça veut dire qu'il y a un protocole, une systématique, on sait ce qu'on attend aussi du résultat et comment on va l'exploiter. Après, il y a l'enquête sociologique. Là, je ne vais pas aller là-dessus parce que c'est un outil qui est assez classique, mais qui peut être qualitatif, quantitatif. Très souvent dans les démarches participatives, on prend rendez-vous avec les participants, on leur demande de se rendre dans une salle pour échanger. Ou de se rendre sur un formulaire en ligne pour remplir et donner des données. Mais on peut aussi être plus intrusif puis aller vers les personnes. C'est ce qu'on peut faire notamment dans le cas de micro-trottoirs, où là on arrête les personnes dans leur quotidien, on leur pose des questions et on récolte de l'information. C'est un autre type d'information. Chacun de ces outils sont complémentaires. Photo commentée, c'est un autre moyen, je vais passer un peu vite. Je m'arrête sur un élément qui est maintenant très, je dirais, à la mode dans le cadre des démarches participatives, c'est la préfiguration. Et c'est vraiment un peu, ça rejoint les idées du Living Lab, c'est tester, mettre en place, avoir des installations flexibles, bon marché, qui nous permettent de voir directement si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Ensuite, si on se demande maintenant comment choisir l'outil participatif, alors il y a plusieurs éléments, j'en mentionne 4. Le premier, c'est l'objet de la question. En fait, lorsqu'on est dans un moment d'interaction avec des participants, en fait, on aimerait qu'ils répondent à une question générale, qui peut être déclinée en plusieurs sous-questions. Est-ce qu'on est sur une situation actuelle, c'est-à-dire on peut aller dans un environnement, en discuter, ou dans un projet? Alors, ça veut dire que concrètement, il n'y a rien. Donc, on va demander aux personnes de s'imaginer un lieu, de s'imaginer une situation. On ne va pas aborder ces deux situations avec les mêmes outils. Est-ce que c'est concret ou abstrait? Est-ce que c'est conflictuel ou non? Est-ce que l'objet qu'on va discuter, il est susceptible de générer des tensions entre les participants ou non? Et ça, c'est un élément qui est important dans le choix de l'outil. Ensuite, le public cible, quelles sont ses compétences? Quelle est sa motivation? Est-ce qu'on va avoir de la peine à venir les chercher, ou lorsqu'on les invite, ils vont venir en nombre? Quelles sont aussi leurs disponibilités? Est-ce qu'ils ont des contraintes? Ils aimeraient venir, mais ils ne peuvent pas venir. Ensuite, les buts de l'atelier. Et très sommairement, est-ce qu'on est là pour discuter? Et puis, on va prendre toutes les idées qui viennent, tous les éléments de discussion, et c'est très bien. Ou alors, on aimerait que l'atelier produise une décision. Puis là, il y a une motivation différente, et les outils seront aussi adaptés. Après, il y a des éléments techniques. La salle, est-ce qu'on est dans une salle? Est-ce qu'on est dehors? Est-ce que c'est l'été? Est-ce que c'est l'hiver? Combien de temps on a? Etc. etc. Tout ça va influencer le choix de l'outil et évidemment les ressources. Quelles ressources on a à disposition? Ensuite, là, j'ai beaucoup parlé de l'outil. Maintenant, si on monte un peu en généralité, parce qu'en fait, on a tendance à confondre l'outil participatif avec la démarche participative. Puis ici, bon, j'ai une illustration, je vais passer vite, hein, c'est quand même assez chargé. C'est une démarche participative qu'on a fait pour la ville de Puy. Vous voyez qu'à tout en bas de la figure se trouvent les outils. Mais ces outils, on les sollicite dans le cadre de ce qu'on appelle des sessions. Une session, c'est un moment, c'est une soirée par exemple, un atelier, on parle d'atelier. Ben là, on va peut-être utiliser plusieurs outils dans le cadre d'un atelier.
Et puis dans ces ateliers, ils vont être sollicités dans une phase du processus. Ça peut être le diagnostic, ça peut être un sous-périmètre, une thématique. Donc en fait, on va organiser notre démarche en phase, en session. Puis après, une fois qu'on a posé tout ça, on décide quels outils on va solliciter. Et puis comme je le disais, eh bien maintenant on est dans cette situation où dans la ville d'Yverdon, c'est le cas actuellement, il y a de multiples intentions de démarches participatives pour parler de la santé, pour parler du climat, pour parler des projets urbains. Et ça s'adresse un peu toujours quand même aux mêmes personnes. Et puis on sait bien aussi que ça, c'est une des limites des démarches participatives, c'est que les participants ont tendance, malheureusement, à être un peu toujours les mêmes. Donc on va solliciter à de multiples reprises des mêmes personnes pour répondre à des questions qui sont assez similaires, hein, pas toujours très différentes. Donc alors, il faut commencer à réfléchir à la coordination des démarches pour qu'il y ait une certaine cohérence d'ensemble pour les habitants d'une ville comme celle d'Yverdon. Alors, une illustration d'un outil qui a été mis en place maintenant par le canton de Genève, qui ont créé une plateforme. Ça veut dire qu'ils ont créé un lieu numérique où vous pouvez, un habitant de Genève, il peut être au courant des différentes démarches participatives. En fait, il peut presque un marché de la participation. Il peut choisir sur lesquels il veut s'impliquer, sur lesquels il est moins motivé à s'impliquer. Et puis, il sait que s'il veut suivre, être certain de ne pas manquer une démarche participative qui concerne son quartier, c'est à cet endroit-là qu'il va pouvoir le savoir. Mais ce n'est pas seulement une plateforme d'information. Sur cette plateforme, il y a des outils participatifs, des questionnaires, il y a des modes d'expression qui sont offerts, des modes d'expression numériques qui sont offerts et que le participant va retrouver de démarche en démarche. Voilà, c'est un peu le tour de la question que je vous proposais dans les 10 minutes. Et je n'ai pas regardé si j'ai respecté le temps. C'était parfait, respect du temps, parfait. Alors, une petite question, on voit bien l'application de ces méthodes, de ces démarches et de ces outils. Vous disiez bien que ce n'était pas la même chose pour les projets urbanistiques, pour les projets d'aménagement du territoire. Est-ce que ça s'applique vraiment à tout? Est-ce qu'on pourrait, par exemple, appliquer ça au domaine du sport, de la santé, de l'activité physique? Oui, alors je dirais que, en fait, en ce moment, il y a un élan pour les démarches participatives en aménagement du territoire et urbanisme, mais en fait, il se trouve que dans d'autres domaines, en santé notamment, il y a un historique de la participation qui est plus profond. Ça veut dire, notamment aussi, on collabore avec la Haute École de Travail Social, où ils font de la participation depuis longtemps. Donc en fait, c'est un peu, je dirais, quelque chose de spécifique maintenant, mais historiquement, on a fait de la participation dans d'autres domaines, donc à mon avis, tout aussi bien dans le domaine de la santé et du sport. Très bien. Un grand merci en tout cas. Merci.